Il est indispensable qu'il devienne obligatoire. Il faut faire pression, il faut que la Commission européenne ne s'appuie que sur des données scientifiques et de santé publique et non pas cède aux pressions des lobbies qui défendent uniquement des intérêts économiques. Lorsqu'il a été proposé en France, aucun industriel ne le soutenait en 2014. Lorsqu'il a été adopté après 4 années d'une bataille extrêmement féroce contre les lobbies, seulement 6 entreprises l'ont validé et l'ont adopté. Après, il y en a eu 15, 30. Aujourd'hui, il y a plus de 900 entreprises. Ça représente 60% à peu près du marché alimentaire en France. Et c'est à peu près pareil dans les autres pays qui ont adopté le Nutri-Score. On a pu entendre parler de certains arguments en disant le Nutri-Score pourrait encourager des comportements d'orthorexie, c'est-à-dire passer son temps à regarder combien de gras, de sel et de sucre on mange, etc. Avec le temps, donc ces attaques ont quasiment disparu. En revanche, là où il y a des arguments, et je dirais presque des fake news qui ne se sont toujours pas éteintes, c'est bien celles qui sont brandies par cette partie de l'agroalimentaire qui ne veut surtout pas entendre parler du Nutri-Score. Tout simplement parce que le portefeuille de ces produits est majoritairement abonné au Nutri-Score D ou E et qu'ils n'ont pas envie de changer des recettes qui sont leur vache à lait pour des produits qui sont certes très gras, très salés ou sucrés, mais on sait que le gras, le sel, le sucre, eh bien, ce sont des exhausteurs de goût qui nous font préférer les produits et qui coûtent rien maintenant avec l'alimentation industrielle. Et donc c'est ça le problème. Traditionnels, les grands groupes agroalimentaires, les grandes industries, les grandes multinationales qui s'opposent au Nutri-Score, les grands secteurs agricoles, notamment les fabricants de charcuterie ou de fromage, et puis l'Italie qui s'est érigée en État lobbyiste avec d'un côté une instrumentalisation politique du Nutri-Score. On voit des personnalités politiques d'extrême droite, des mouvements populistes, mais qui sont aujourd'hui au gouvernement, s'en prendre au Nutri-Score comme un complot de l'Europe contre les produits made in Italy, en flattant un espèce de nationalisme culinaire. Ces gros industriels ont réussi à motiver des braves producteurs de parmesan ou de jambon de Parme en disant le Nutri-Score maltraite nos produits, en oubliant de dire que c'est pas ça. C'est pas les produits traditionnels qui sont concernés par le Nutri-Score. Ce sont les produits bel et bien industriels. Donc tout d'abord, il y a eu une première étape qui a été franchie il y a maintenant plus d'1 an, puisque l'ensemble des parlementaires européens ont voté à une très large majorité la stratégie Farm to Fork, donc la stratégie de la ferme à la fourchette, qui définit les grandes orientations pour les prochaines années en termes d'amélioration de la qualité de notre alimentation, et pas seulement sur les aspects nutritionnels, mais sur les aspects de contaminants, par exemple une diminution des perturbateurs endocriniens, des résidus de pesticides, etc. Et dans cette stratégie, il y a un point essentiel qui, à lui seul, a motivé l'opposition de pas mal de lobbies, c'est justement le principe d'une obligation d'étiquetage nutritionnel coloriel en face avant des produits alimentaires transformés. Ça n'est toujours pas mis en place et dans les couloirs de Bruxelles, on entend que ça va être reporté en 2024, après les élections. Donc c'est inquiétant et regrettable, ce d'autant plus qu'il y a une mobilisation très forte de la communauté scientifique. Plusieurs centaines de scientifiques se sont engagés, ont demandé à la Commission européenne de prendre sa décision. Il faut qu'il y ait un momentum politique, il faut que le momentum politique soit notamment poussé par les grands pays qui ont adopté le Nutri-Score, en rappelant que c'est un véritable problème de santé publique.